Bien, mesdames, messieurs, chers amis, le quorum étant largement atteint, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. En commençant à vous donner les pouvoirs, Jennifer Di César donne pouvoir à Lionel Gérard. Jean-Jacques Gautini, qui n'a pas réussi à se dégager professionnellement, me donne pouvoir. Jean-Claude Van Vers donne pouvoir à Christine Zatarin. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Isabelle Pirolo est donc excusée. On va choisir un ou une secrétaire de séance. On y va? Lydie Baggio. Merci. Le compte-rendu du dernier conseil municipal que vous avez regardé dans le détail, je n'en doute pas un instant. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas, je considère qu'il est adopté. C'est le cas, je vous remercie. Bien, écoutez, avant de rentrer dans l'ordre du jour de notre conseil municipal, je voudrais vous présenter Stéphane Olszewski, qui est parmi nous, que j'ai recruté il y a quelques jours et qui est le remplaçant de Fabrice Cuc. Vous savez que Fabrice nous quitte, et donc M. Olszewski, qui a évidemment et les compétences et l'expérience, va assurer la responsabilité de notre police municipale, puisqu'on parlerait de police municipale à partir de maintenant. On n'est pas en train de dater je ne sais trop quoi, mais de maintenant. Donc je vous accueille officiellement, M. Olszewski, vous souhaite évidemment la bienvenue. Pour en avoir discuté avec vous, je sais que nous avons une conception convergente, c'est la moindre des choses que je puisse attendre, sur la responsabilité, l'objectif et les missions d'une police municipale. Donc je suis convaincu que vous allez faire du bon travail et que vous allez le faire évidemment en lien étroit, que ce soit avec ce conseil municipal, les associations de la ville ou évidemment nos administrés. En tout cas, bienvenue et plein succès dans vos nouvelles responsabilités. Merci. On peut. Après standing ovation, comme on dit, il n'y a plus qu'à faire et qu'à réussir. Hein. Bonsoir, merci. Alors, je voudrais, pour démarrer, c'est à l'ordre du jour, donner au conseil municipal un certain nombre d'informations que chacun, évidemment, évaluera. Tout d'abord, concernant le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Vous savez que c'est un sujet qui nous a occupés depuis longtemps, tellement il est important pour les finances communales. Souvenez-vous du principe. Nous recevons en décembre de chaque année un fonds qui est alimenté essentiellement par l'écrêtement de la taxe professionnelle de la SOVAB. Un fonds qui se montait, jusqu'au moment où nous le percevions, à quelque chose comme 250 000 euros. En décembre 2012, nous attendions bien entendu le fonds de l'année précédente, puisque nous sommes toujours sur l'année N-1, et nous nous sommes inquiétés dès le mois de décembre. Anne-Hélène, la première, m'alertant sur le fait qu'il y avait retard. Et lorsqu'en janvier, nous n'avions toujours pas perçu ce fonds, je m'en suis ému, et avec mon collègue et ami Jean-Pierre Minella, nous sommes intervenus ensemble en direction de la préfecture, ensuite de la sous-préfecture. Nous avons alerté les 40 villes potentiellement concernées. Nous avons sollicité l'intervention des parlementaires. Et au bout de plusieurs mois de sollicitations, d'interrogations, de rencontres,
J'ai eu à plusieurs reprises à en discuter avec le député. Le ministre du budget était en début juillet dernier à la sous-préfecture, donc j'ai été à sa rencontre, et avec d'autres élus présents, je l'ai évoqué précisément. L'État a reconnu, bon, avec un petit peu de temps, de délai, l'erreur commise. L'erreur relevant, alors je ne sais pas si ce sont les services de l'État ou les services fiscaux, c'est la même chose. Les services fiscaux relèvent de l'État. Mais en tout cas, erreur, oubli, occultation d'une ligne, les raisons peuvent être multiples et diverses. Le résultat est clair, nous n'avions pas reçu le versement du fonds 2011, nous n'avons pas reçu le fonds 2012, et nous attendions le fonds 2013. Excusez du peu, 750 000 €. Ça nous a amené d'ailleurs, je l'ai déclaré publiquement, à reporter par exemple l'aménagement d'une nouvelle tranche de la rue du Commerce. Je l'ai dit publiquement. Après toutes ces interventions, il y a eu enfin rectification. Nous avons reçu récemment la notification de la dotation 2013. Et il semble que nous ayons perçu une partie de cette dotation, pas la totalité, sur 2013 toujours. Il nous reste à percevoir 2011 et 2012. Cela doit faire l'objet nécessairement d'un amendement, à la loi de finances 2014. Amendement il y a eu, la loi de finances est adoptée. Dans l'amendement d'ailleurs il y a une phrase un peu particulière qui indique que seules les villes qui se seront fait connaître avant le mois de juin dernier pourront espérer récupérer ce versement. Ce qui est pour le moins surprenant et ce qui m'a amené avec Jean-Pierre Minella et Jacques Izanardo à nouveau adresser un courrier aux parlementaires et aux autorités. J'ai évoqué la question avec monsieur le préfet lors de son passage récent à Jeuf, pour veiller non pas pour ce qui nous concerne, puisque pour le moins j'avais alerté, mais veiller à ce qu'aucune des 40 villes victimes de cette erreur n'en pâtissent à l'avenir. Donc, je vous donne cette information parce que je vous ai tenu informé régulièrement de l'évolution de ce dossier, et donc là la nouvelle est plutôt rassurante parce que nous avons reçu une partie, mais ça veut dire que nous allons recevoir le solde prochainement de la dotation 2013, et que la notification indique bien que nous sommes au millimètre près, je crois, à 252 000 €. 254 000 €. Il y a confirmation, donc c'est bien qu'en 2013 nous ayons cette notification sur ce montant-là, parce que ça veut dire que les deux précédentes ne peuvent pas être inférieures. Donc ça confirme l'estimation qui était la nôtre et évidemment le montant que nous attendions. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. C'est une bonne nouvelle, j'aurais préféré que la ville reçoive évidemment tout de suite la totalité. Je nous remercie. Et je remercie tous les élus qui se sont bougés. Je ne sais pas si l'État, pour réparer l'erreur commise, a envisagé de prendre à sa charge les frais liés évidemment éventuellement à l'ouverture de lignes de trésorerie, parce que ça coûte toujours très cher. Là, ce serait effectivement une bonne nouvelle. Ensuite, deuxième information. Au dernier conseil municipal, je le savais. Au dernier conseil municipal, Lucien Vigo le savait. Nous ne vous l'avons pas dit parce qu'il était juste et normal que ce soit le conseil d'administration de l'hôpital de Genibois qui soit informé prioritairement, qui se tenait 2 jours après. Ça a été fait. Maintenant, je crois que vous le savez aussi puisque l'information a été rendue publique, mais il est normal aussi que officiellement, je le dis au conseil municipal, puisque le conseil municipal a pris une décision qui a permis d'engager le processus, c'est la mise à disposition du terrain qui va recevoir le futur EHPAD
orienté public Alzheimer, qui est porté par notre association hospitalière. C'est une excellente nouvelle. Ça fait longtemps que l'hôpital est mobilisé sur ce projet, comme il est mobilisé sur la restructuration, la rénovation totale et le renforcement de ses activités sanitaires qui seront facilitées par le transfert des Cantoux. Et donc c'est bien un double mouvement, consolidation, renforcement, amplification des capacités sanitaires de l'hôpital et en même temps transfert et agrandissement, renforcement de nos capacités d'accueil puisque nous sommes sur un établissement de 99 lits et places. Le corollaire, c'est d'abord la création ici d'une véritable filière gériatrique pilotée par l'hôpital. Il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, l'hôpital était relativement menacé, son avenir était en suspens, on était inquiets. Nous-mêmes ici, nous avions pris acte d'un certain nombre de choses et nous avions pris position, et moi-même publiquement, j'avais pris une position extrêmement forte. Aujourd'hui, tout cela est complètement dépassé, complètement révolu. L'hôpital est sur une dynamique nouvelle extrêmement forte. C'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour les équipes, que je veux féliciter, que ce soit les médecins, la direction de l'établissement, l'ensemble des personnels qui travaillent dans l'établissement, et le président, évidemment, notre ami Lucien Vigo. Ce résultat est à mettre à l'actif de l'équipe, toute l'équipe. Donc bravo. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, parce qu'inévitablement, bien entendu, un tel agrandissement, un renforcement, élargissement de l'activité sanitaire, ça veut dire de l'emploi, bien entendu, sur notre ville. Donc voilà, je voulais dire les choses officiellement ici, souligner à nouveau que le conseil municipal ne s'est pas trompé lorsqu'il a décidé de mettre à disposition le terrain de ce terrain à disposition de l'hôpital. Lucien. À deux, vous allez y arriver. Ça fonctionne? Non. Tiens. Voilà, on va y arriver. Oui, merci. Bon, j'enlève rien, moi, de ce que vient de dire André. Au contraire, je partage complètement. Je me fais ce soir le porte-parole. Je me fais ce soir le porte-parole de l'association hospitalière que je représente pour évidemment remercier d'abord le conseil municipal, parce que sans votre prise de position et sans votre délibération unanime pour céder à l'association hospitalière le terrain, on n'aurait pas pu mener ce projet, même pas pu le déposer, le projet, le présenter. Et puis, remercier aussi André, parce que je sais, moi, quelle a été son action pratiquement au quotidien vis-à-vis de notre tutelle qui est le conseil général, pour faire avancer le projet, le faire progresser de jour en jour, jusqu'au jour où le conseil général a décidé à donner son accord avec l'ARS pour qu'on soit en capacité de créer cette EHPAD à Geuvres, cette nouvelle EHPAD. Alors, merci aux uns et aux autres. L'association hospitalière et la ville ne marchent pas un derrière l'autre, on marche un à côté de l'autre, on essaye de s'aider mutuellement, on fait des choses en commun, sans claironner partout ce qu'on a l'intention de faire ou ce qu'on projette de faire, mais sachez que l'association hospitalière de Geuvres se porte aujourd'hui mieux qu'il y a quelques années, André a eu raison de le dire. On va essayer de faire progresser les choses. L'objectif, c'est de pérenniser évidemment cette structure. Voilà, merci encore aux uns et aux autres. Bien. Non. On ne va pas applaudir toute la soirée, là. Hein? Alors, ensuite, rapidement, je veux ici, publiquement, remercier à nouveau Monsieur le Préfet. Il a été dans nos murs 3 fois en 10 jours. Je lui ai dit directement, ça indique bien l'intérêt qu'il porte à notre ville.
je dois dire qu'il a été particulièrement sensible au fait que nous soyons sur une démarche globale, une approche cohérente de l'ensemble des questions. Depuis évidemment l'écoquartier, il a bien compris ce que nous envisagions en termes qualitatifs dans l'aménagement de cet écoquartier et l'enjeu qui l'entourait. L'idée globale de la cité autour de l'écocité et de la transition énergétique, le pôle multimodal, les différents aménagements autour de Franchepré. Donc il a eu à voir tout ça, il a bien compris le sens général que nous donnions à notre action, et je crois qu'il l'a apprécié. Et il était là à l'inauguration de la Maison Grand Corradini. Je veux vous redire, au-delà du fait que la manifestation en elle-même a été évidemment non, rien n'est jamais obligatoirement couronné de succès, ça l'a été donc. Je veux m'en réjouir, mais une maison qui d'ores et déjà est certaine aussi de porter assez loin et assez fort les services en direction pas simplement des Joviciens, mais de tous les habitants du secteur. Donc ça a été un moment marquant, ça, de la vie municipale, parce qu'encore une fois, c'est le niveau de service qui se trouve grandement renforcé. Et c'est l'un des objectifs que nous poursuivions qui est aujourd'hui atteint. Donc, je veux ici redire ma satisfaction. Complètement transformée, améliorée, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avions anciennement, en particulier avec le square dédié aux hommes du fer. Une nouvelle que vous avez lue aussi, comme nous en avons discuté en bureau municipal à plusieurs reprises, l'installation de l'association Patch dans Lidl. Je suis resté très discret pendant plusieurs mois sur cette éventualité, mais au moment où enfin elle s'est concrétisée, je peux là aussi dire ma satisfaction. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour trouver à réutiliser le beau bâtiment, même s'il est un petit peu extérieur à la rue commerçante, ce qui explique aussi la difficulté de son usage commercial intrinsèque, mais l'immeuble du Lidl va donc être dans un premier temps loué pour être ensuite acheté par l'association, qui va développer une action sur la rénovation mobilière et la vente de meubles à bas prix. Enfin, une conférence qui, pour celles et ceux qui ont assisté, étonnante tellement elle est instructive, passionnante tellement elle est fondée au plan scientifique et tellement elle peut avoir d'implications concrètes pour les enfants et l'organisation de la vie scolaire. Je parle de la conférence à laquelle a participé une chronobiologiste, dont j'ai oublié le nom, mais on va peut-être me le rappeler. Madame Comte. Le Comte, d'accord. Et qui est une chercheuse et qui travaille à Lille 3 et qui est un scientifique de haut niveau, vraiment. Sans doute une référence au niveau national. Et j'ai bien intégré le fait qu'elle m'ait dit sa disponibilité pour revenir chez nous et pour envisager de travailler concrètement sur un projet alternatif. J'animerai demain soir une réunion de rendu des 2 groupes de travail qui a été formé pour travailler sur le sujet. Dans la situation actuelle, je ne vois pas comment nous pourrions mettre en œuvre le dispositif tel qu'il est porté et posé par l'Éducation nationale et son ministre, puisque ce projet, ce plan, ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant. Je pense même qu'à bien des égards, il y est contraire, et en tout état de cause, il est irréalisable, infaisable. C'est d'ailleurs la conclusion, d'après ce que l'on a rapporté, des 2 groupes de travail eux-mêmes. En même temps, la question de rythme de l'enfant est une question passionnante. Lorsqu'on place l'enfant au centre de la démarche et de la réflexion, sans doute,
cela peut nous conduire à des mesures utiles. C'est à cela que je vais inviter les différents partenaires de l'école à travailler, avec l'appui et l'aide de cette chronobiologiste. Et je dois dire que très nombreux sont les maires et les villes qui ont dit le refus de mettre en œuvre le projet gouvernemental en l'état. Je vais provoquer, début janvier, une réunion avec tous ces maires, tous les maires qui le voudront bien, pour envisager avec eux les conditions dans lesquelles nous pourrions travailler sur le bassin à l'élaboration d'une alternative à ce qui est posé aujourd'hui. Donc je voulais aussi que vous le sachiez. Voilà sur les quelques informations, mais c'est formidable parce que ce sont des informations éminemment positives pour la plupart d'entre elles, et en tout cas qui marquent bien la place originale et forte qu'occupe notre ville dans tout ce qui touche à la vie, non pas simplement des Joviciens et des Joviciens, mais du bassin. Et donc, c'est à tous égards, c'est passionnant. Je vous propose que nous rentrions maintenant dans le déroulé des délibérations prévues, et je vais laisser le soin à Emmanuel Gérard de rapporter les propositions de décision modificatives. Rapidement, avant de passer la parole à Anne-Hélène pour présenter les chiffres, moi je donnerai juste 2 chiffres. Les décisions modificatives que vous allez voir sur le budget principal, il s'agit de voter une modification de budget de l'ordre, en fonctionnement de l'ordre de 0,5% du budget, la variation de 0,5% du budget, et en investissement de 0,7 millième du budget. Ça relativise la décision que l'on va prendre. Donc les chiffres les plus importants, puisque la commission des finances a évidemment étudié et validé ce projet de décision modificative. Donc en dépenses de fonctionnement, nous avons plus 25 000 € pour le chauffage des bâtiments, à cause de la hausse des consommations liées à l'hiver très long et à la hausse des prix du gaz. Plus 7 400 en fourniture pour le stade, moins 5 000 € pour l'entretien du bâtiment mairie, plus 5 350 € pour l'entretien de l'éclairage public, moins 8 400 pour la fête de la grenouille, moins 35 307 pour les charges de personnel. Là, des économies dans les remplacements ont été réalisées. Plus 22 048 pour l'équilibre du cinéma et 6 062 pour le virement à l'investissement, ce qui représente 26 201,70 €. En recettes de fonctionnement, nous avons 18 513 € pour l'intégration des résultats liés à la dissolution du syndicat de transport scolaire, 20 000 € de remboursement suite aux maladies du personnel communal, plus 6 140 € pour des travaux en régie pour la Cavasic et le Club Canin, moins 8 500 pour le remboursement pour le parcours de santé de divers sociétés. Moins 14 058 pour le CEJ jeunesse de la CAF, ce qui nous donne, plus 14 240 pour la TVA au cinéma, ce qui nous donne également 26 201,70 € pour les recettes de fonctionnement. En section d'investissement, plus 27 445 € pour des travaux de voirie qui sont provisionnés, moins 45 500 pour le carrefour Clémenceau. Pour l'instant, les travaux sont retirés, des radars pédagogiques ont été installés. Ces travaux pourront être prévus en 2014, si nécessaire. 17 900 pour les feux tricolores au Bon Coin, ce qui nous donne 740 € en dépenses d'investissement. En recettes, le plus gros chiffre est 6 062 € de virement de la section de fonctionnement, ce qui nous donne également un total de 740 € pour les recettes de la section d'investissement. Merci Anne-Hélène sur ces éléments. Est-ce que quelqu'un a une question, un détail à évoquer? Non, pas de remarque. Je mets aux voix. Pas d'abstention, opposition, aucune, unanimité. Je vous remercie, on continue. 1.2, versement d'une indemnité de sinistre. Donc, une administrée a subi un sinistre, la responsabilité de la ville étant engagée, on vous propose de verser le montant de 144,86 €. On continue, chaque fois.
Tous ces points relevant des finances. Les points qui suivent sont des points que vous avez l'habitude de voter en conseil municipal tous les ans à peu près à la même période. 1.3 et 1.4, ce sont des points qui nous permettent de régulariser la taxe d'ordures ménagères sur les bâtiments, les logements communaux. Dans un sens, en direction des locataires, donc on récupère les taxes d'ordures ménagères, et dans l'autre sens, pour les fonctionnaires logés par nécessité absolue de service, on les indemnise du montant, et on récupère le montant de la TOM sur les locataires de logement. La ville de Geoff est une des rares villes à avoir baissé ses impôts au moment du passage de la TOM, quand la TOM le syndicat, le CIRTOM a relevé les impôts directement sur les impôts fonciers. Donc la ville de Geoff avait décidé à l'époque de baisser ses impôts. Et là, il s'agit de continuer à maintenir ces baisses d'impôts. La Chambre régionale des comptes, à l'époque, nous avait dit que c'était un choix courageux. Et qu'elle nous avait conseillé de ne pas le faire. On l'a quand même fait. Donc 1.3, 1.4, c'était cela. Avenant de subvention au CCAS, au COS 1.5, donc permet toujours à ces structures de verser les parts mensuelles qu'ils vont avoir dès le début d'année, en attendant le vote des subventions en juin. Avenant de subvention à la MJC, c'est la même chose. Subvention à ISS, on verse une subvention qui leur permet d'acheter les billets et tous les frais de dépenses, et ils nous remboursent une fois qu'ils ont les subventions des autres collectivités. 1.8, indemnité du conseil au trésorier municipal. 1.9, là c'est une subvention qui ne se fait pas systématiquement en fin d'année. Il s'agit d'une subvention au collège dans le cadre d'un voyage organisé en Italie, 500 € de subvention. Reversement de la prestation contrat enfant-jeunesse 2012 au CCAS. La ville signe le contrat enfant-jeunesse et c'est elle qui reçoit les subventions. Comme c'est la Maison des Solidarités et de Fraternité qui assume l'action en direction de la jeunesse, on lui reverse ses subventions. Intégration du budget communal des résultats syndical intercommunal transport du bassin de Briey au budget communal. Ça, c'est pas une délibération qu'on prend tous les ans. Je vais laisser la parole à André qui va nous détailler l'opération. Merci Lionel. Merci à Lionel. Merci à la commission qui l'anime, la commission des finances, qui a examiné évidemment tous ces points. Que je vais soumettre aux voix, l'ensemble des points qui viennent d'être présentés. Y a-t-il quelques questions sur un sujet ou un autre? Non? Des oppositions? Des abstentions? C'est l'unanimité. Merci. Sur ce point, c'est une question ancienne, puisque, je ne sais plus de quand elle date, bien 4 ans, au moins, au moment où il existait un syndicat des transports scolaires qui assurait pour le compte du Conseil général l'organisation des transports scolaires sans en porter la charge financière, parce que c'est le Conseil général qui rémunérait. Je dois dire que j'ai agi en tant que conseiller général du canton et vice-président sur ce territoire. J'ai agi pour qu'il n'en soit plus ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'écran entre le conseil général et nos prestataires et nos usagers. Ça a été le cas. Bon, après de moult réunions, après beaucoup de questions et de sujets à régler, et je dois dire que le conseil général assure une organisation parfaite. Je dis cela parce que, voilà 2 ou 3 rentrées, j'ai eu le plaisir de le souligner récemment, que je ne tends plus le dos. Parce que les rentrées se passent bien. Si ça se passe bien maintenant, c'est que quelquefois avant, il y avait quelques difficultés. Donc je suis très heureux de constater que le Conseil général assume parfaitement, lorsqu'il en a la charge directe, cette responsabilité. Lors de la dissolution de ce syndicat, il avait été constaté un excédent à ce syndicat aux alentours de 200 000 €. Et là aussi, il aura fallu beaucoup d'interventions de ma part pour que
enfin, soient trouvées les modalités de reversement de cet excédent. Je dois dire que c'est monsieur le sous-préfet qui est là depuis peu, et comme je n'ai pas l'habitude de renoncer à quelque sujet que ce soit, à chaque fois qu'il y avait renouvellement, j'engageais la démarche, la discussion, et évidemment je demandais à l'État, qui en avait la responsabilité, d'assurer cette répartition. Monsieur le sous-préfet l'a bien entendu, a été, je dois dire, particulièrement efficace, parce que très rapidement, les modalités sont intervenues, et les reversements aussi. Donc, chacune des villes membres du syndicat a reçu, au prorata bien entendu, de sa population, versement de cet excédent. Pour la ville de Jeuf, vous voyez les chiffres, c'est 18 513,70 € en recettes de fonctionnement, et il y avait un déficit de quelques milliers d'euros au niveau du syndicat, et ça représente 154,18 € de déficit pour notre ville. Je veux souligner tout de suite que ce syndicat a toujours fait l'objet d'un cofinancement par la ville et par le conseil général, à hauteur de 50%. Qu'à l'époque, j'avais indiqué très clairement à tous mes interlocuteurs, si les uns et les autres l'avaient oublié, je veux le rappeler, que le jour où il y a reversement, ce qui serait évidemment logique, compréhensible, c'est que la moitié soit reversée au conseil général. C'est ce que je dis ce soir. Donc, je verrai avec le président dîner demain, mais puisque nous sommes en session budgétaire au conseil général, mais en tout cas, sur le principe, évidemment, la moitié de cette somme doit être reversée au conseil général. Pour l'instant, nous enregistrons le versement à notre budget des 18 513,70 € et le remboursement, la charge des 154,18 €. Mais dans ce sens-là, ça va pas trop mal. C'est même mieux. Donc voilà, l'information que je voulais vous donner. Évidemment, il faut que je vous interroge pour savoir si vous êtes d'accord pour recevoir cette somme. Je vous propose d'adopter un avis favorable pour recevoir cette somme, qui n'est pas non plus mirobolante, mais c'est toujours mieux de recevoir que de donner. Voilà, j'imagine qu'il y a unanimité. Je vous remercie. Sur le personnel, la nouvelle présentation du tableau des effectifs. Oui, jusqu'à aujourd'hui, le conseil municipal devait se prononcer systématiquement sur chaque avancement de grade, ce qui est assez lourd et inutile. La réglementation nous permet de vous présenter les effectifs sous forme d'un tableau que vous avez reçu et qui simplifie la présentation donc de l'organigramme en quelque sorte, et qui du coup évite le vote systématique lors de chaque avancement de grade. Donc là, vous avez l'ensemble du personnel par cadre d'emploi, fonction et cadre d'emploi, et par service. Voilà. C'est une information du conseil municipal. Vous avez le tableau dans les documents, donc vous pouvez en prendre connaissance. Mais effectivement, ça nous facilitera la tâche à l'avenir. Pour le recensement, vous savez que régulièrement, nous devons procéder à recensement. Il y aura donc une campagne 2014 pour le recensement. Il nous faut désigner un coordonnateur. J'ai décidé de vous proposer Florent Chapuis, ce qui est relativement logique, puisque Florent travaille évidemment au service état civil. Et je vous propose de créer 17 postes. Le chiffre n'a rien à voir au hasard, évidemment, puisqu'il a été décidé en lien avec l'INSEE, et cela correspond à un enquêteur par secteur. Nous aux de l'État 15 639 € de la part de l'État, que nous reversons aux agents recenseurs pour 1,02 brut par feuille de logement et 1,7 brut par fiche individuelle. Les agents ont d'ores et déjà été approchés et recrutés. Ils sont tous bien entendu joviciens et ils feront l'objet de quelques séances de formation dans la perspective d'un travail qui démarrera en janvier, je crois. 16 janvier. Voilà, 16 janvier. Là-dessus, on continue, j'imagine que tout le monde est d'accord. Alors, les marchés publics, selon, on est là sur les finances.
la même chose du classique, hein, maintenant. On renégocie systématiquement les avenants d'assurance. Donc avenant numéro 1 et 2 au marché d'assurance de la flotte automobile. Une augmentation d'une cotisation de 138,64 € TTC. La cotisation annuelle 6 873,85 €. Et avenant numéro 1 et 2 au marché d'assurance domaine et biens. Dommage ou bien. Augmentation de 32,41 €, 16 868,25 € hors taxe pour l'ensemble du patrimoine. Bien, merci. Là-dessus, on est sur des augmentations qui sont extrêmement modiques. Hein. Oui, à chaque fois, oui, bien sûr. Ça veut dire que, en fait, par exemple, quand on parle du patrimoine couvert par ces assurances, évidemment, dès qu'on fait en sorte qu'un immeuble, par exemple, est rénové, c'est le cas, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, il faut élargir la surface assurée. Donc, ça conduit évidemment à ces réaménagements de nos contrats. J'ai à l'esprit la donation Hartmann, et puis on vient d'inaugurer la maison. Sur l'urbanisme, unanimité là, pas de souci, pas de questions. On continue l'urbanisme, Lucien? Oui, je veux bien. Tiens. Bon, sur l'urbanisme, ce sont essentiellement des conventions entre la ville et le PFL qui concernent toutes les deux le quartier de l'Ermitage. Donc la première, c'est une convention de maîtrise d'œuvre et de travaux concernant la gestion de la pollution sur le quartier. C'est une convention, l'EPF a décidé de mettre une première enveloppe de 400 000 € pour commencer les travaux de dépollution du site de l'Ermitage. Et la convention, elle vise à définir les modalités de paiement, de répartition des paiements entre la ville et l'EPF. Ce qui est proposé au Conseil, c'est 75%, donc 300 000 € pour l'EPF, et 25%, 100 000 € pour la ville. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une convention de... Ouais. Mais bon, on revient sur les deux, hein. Ouais, sur les deux. La deuxième convention, c'est une convention de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du pont-rail. Alors, rappelez-vous, dans le projet de l'écoquartier, le pont-rail, c'est le pont qui va servir demain d'axe principal d'entrée dans le nouveau quartier. Ce pont-là a besoin d'être, avant de le restructurer, a besoin d'une étude pour conforter ce que l'on connaît aujourd'hui, les connaissances d'aujourd'hui. Cette étude est évaluée à 50 000 €. L'EPF prendra 40 000 € à sa charge, 80% et 20% la ville, 10 000 €. Voilà. Donc vous êtes appelés à délibérer pour ces deux points. Des questions? Je remarque que non. Pas d'abstention, d'opposition. Je fais le dernier point, puis tu reprends. Ok. Le point suivant, c'est une autorisation accordée au maire pour déposer une déclaration préalable pour la pose d'une clôture sur le site multimodal. Dans le cadre des travaux qui sont réalisés sur le Place Winston-Churchill, les entreprises ont été dans l'obligation d'enlever le grillage qui séparait la Place Winston-Churchill et l'arrière de la Place Winston-Churchill de la gare. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de sécuriser les lieux. Donc on a vu avec les propriétaires des parcelles attenantes, avec la SNCF, et on va déposer une grille de protection pour éviter que les gens aient accès directement aux voies. Donc, voilà. Oui. Rien de. Vous avez le plan derrière en plus, hein, c'est indiqué. Sur la convention dont il a été question, que Lucien vient de nous présenter, et qui a été adoptée au dernier bureau de l'EPF de Lorraine. L'EPF, hein, vous le savez bien, qui est un partenaire privilégié de la ville, incontestablement. Et nous avons eu le plaisir, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de recevoir ici même, enfin, à Salle Curel, le bureau de l'établissement public.
Je dois dire que au dernier conseil municipal, je vous avais soumis l'idée de porter plainte contre X. Chacun s'en souvient. Nous avons bien fait, puisque depuis, j'ai eu quelques retours avec toutes les initiatives que nous prenons. Mes rencontres en sont extrêmement nombreuses et multiformes, et cela a eu un écho réel de la part de gens qui, à un moment, avaient pu être un petit peu décontenancés par ces faux bruits qui circulaient dans la ville et que l'on se plaisait à alimenter. Je dis on, je parle de ces gens qui manifestement ne craignent pas de ternir l'image de notre ville, à tel point que pour des raisons que j'ignore ou que je connais trop bien, mentent, déforment. Alors je ne sais pas qui sont ces gens, puisque nous avons porté plainte contre X. Ce que je sais, c'est que nous avons bien fait de le faire parce que, justement, cette réaction de notre part est salutaire. Et les gens comprennent bien et mieux maintenant qu'il s'agit effectivement d'une idée totalement fausse et extrêmement éloignée. Éloignée n'est pas le bon terme, qui n'a rien à voir avec le projet, tellement il suffit de dire, je le rappelle ici, mais nous le savons, nous en avons délibéré, il suffit de dire que 80% de ce projet a vocation à recevoir de l'accession à la propriété pour que, évidemment, il soit mis un terme à une idée aussi folle que dangereuse. Oui, je le dis, je l'ai répété à plusieurs reprises, je le répète encore aujourd'hui, oui, ce projet vise à aller vers un quartier de très haute qualité environnementale qui dépasse les normes actuellement en vigueur. Oui, ce quartier a vocation à recevoir des populations disposant au moins de ressources médianes et supérieures. Et oui, cela veut dire que nous voulons et nous visons, en particulier les jeunes cadres qui ont à intervenir, que ce soit dans le bassin mosellan, messin et thionvillois ou luxembourgeois. Et oui, nous sommes convaincus que ce quartier aura suffisamment de vertu pour apparaître comme une opération pilote à tous égards et qu'il fera la fierté de notre ville. Et donc, ce qui vient d'être présenté par Lucien marque encore maintenant, enfin les choses sont fortement engagées, ASAC est ouverte, enfin tout est réglé, on va rentrer dans la phase opérationnelle, c'est formidable. Mais ces premières conventions-là nous permettent, avec le PF, d'être dans le vif du sujet, les travaux vont démarrer de dépollution, enfin, etc. Et donc, je voulais vous dire que nous avions été bien inspirés il y a quelques semaines. Ça nous arrive assez souvent de l'être. Bien. Je vous propose de continuer. Coopération, il nous reste 4 points examinés. Le dernier point n'est pas le moins important, nous allons le voir dans quelques instants. Alors, tout d'abord, rapport d'activité de la communauté de communes du Pays de l'Orne. C'est la commission des finances qui a travaillé sur le sujet, et c'est Anne-Hélène qui nous rapporte l'avis de la commission. Donc, je rappelle les compétences de la CCPO. La petite enfance, l'enfance et le périscolaire. Avec la ludothèque, le relais d'assistance maternelle et les CLSH. L'habitat et le logement. L'OPA a été prolongée, 366 logements ont été concernés pour un coût de plus de 3 700 000 €, soit un taux de réalisation par rapport aux objectifs de 147%. Et il y a également eu une poursuite de la campagne de ravalement de façade. Dans le domaine culture et sport, donc c'est bien le centre culturel Pablo Picasso, la médiathèque, la piscine qui sont concernés. Concernant Pablo Picasso, il y a eu l'aménagement du parvis. Pour la médiathèque, les chiffres des inscrits sont en hausse et Jeuf représente 47,8% des inscrits.
Une autre compétence, c'est celle de l'environnement, donc avec la gestion des déchets du CIRTOM. J'évoquerai le CIRTOM dans une minute. Également la gestion des espaces naturels sensibles et un travail sur la précarité énergétique avec l'espace Info-Énergie. L'économie était une compétence importante de la communauté de communes, notamment le partenariat avec le CAPEM au Mégal, qui est subventionné à hauteur de 10 000 € par an, et la Chambre de commerce et d'industrie. La CCPO réalise également des délégations de maîtrise d'ouvrage. Les événements marquants de 2012 ont été l'adhésion au syndicat mixte des transports du pays du bassin de Briey et le changement d'adresse de cette structure. En finance, il y a eu une stabilité fiscale en 2012, divers travaux d'investissement, la hausse des attributions de compensation pour Jeff et Omécourt, donc une prise en charge plus importante des équipements piscine, médiathèque et Picasso. Le FPIC, qui est une dotation intercommunale que la CCPO perçoit, a été réparti à parts égales entre les communes et la CCPO. La DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, est passée de 289 000 € en 2002 à 1 117 000 € en 2012, suite à divers transferts de charges. L'attribution de compensation 2012 que perçoit Jeuf est de 732 482 €. Voilà pour un résumé des rapports d'activité de la CCPO. Parmi eux, donc, je disais le CIRTOM, puisque c'est la CCPO qui a des délégués au CIRTOM et non plus les communes directement. Donc un rappel, le CIRTOM a été créé en 1973, il était composé de 27 communes et il est passé en régie partielle en 1999. Les éléments marquants, c'est une diminution des quantités de déchets ultimes de 0,35%, une baisse des matériaux recyclables, ce qui est préoccupant, une hausse de la taxe générale sur les produits polluants, je ne sais plus ce que signifie le A, TGAP, de 17 à 20 € la tonne enfouie, et une hausse de la TVA de 5,5 à 7%. L'incidence est non négligeable sur les finances du syndicat, qui, malgré les recherches d'économie, n'a pas pu couvrir ces hausses. Il y a également eu une augmentation de la collecte des déchets végétaux, une diminution de la collecte des emballages et du verre, une baisse du tonnage de papier. La tonne enfouie coûte 97,71 €. Les éléments marquants, c'est l'achat d'un terrain pour y construire le siège, pour un coût estimé à 971 000 €. Je vous rappelle que c'est le rapport 2012. En 2013, les locaux ont été terminés et inaugurés. Pour Jeuf, le tonnage a baissé de 34% entre 2001 et 2012. Donc il y a quand même une forte baisse. Le coût global pour Jeuf sur le budget du CIRTOM est de 666 284 €. Et le coût kilo par habitant et par an, non pas le coût, le nombre de kilos par habitant et par an des collectes multimatériaux est de 59,35. Voilà. Oui. Le A, c'est activité polluante, c'est ça. Merci. Bien, sur ce double rapport, merci à la Commission, merci à Anne-Hélène de cette synthèse. Y a-t-il des questions? Je me réjouis, moi, vous le savez bien, tous les conseils municipaux ne réservent pas particulièrement de temps à l'examen des rapports des différentes structures au sein desquelles agit notre ville. Et donc nous, vous le savez, puisque au fil des conseils municipaux, nous passons tous les rapports après examen détaillé par les commissions. Donc c'est un effort, toujours un exercice intéressant, instructif pour les élus qui participent et tout à fait évidemment intéressant pour le conseil municipal. Oui. Tu veux les pourcentages? Alors, parce que là, on va noter les questions, Gérard, sur les pourcentages, parce que ça veut dire que sur des questions précises, on va renvoyer donc dans le compte-rendu du Conseil réponse en termes de pourcentage. Moi, je veux répondre sur quelques principes. Tout d'abord, le prix d'enfouissement à la tonne a augmenté.
de manière continue. Alors on pourrait se dire, mais alors, je le dis parce que je l'ai entendu, on fait des efforts de tri, et malgré que l'on fasse des efforts de tri, le prix augmente. Oui, c'est vrai dans l'absolu, attention, parce que s'il n'y avait pas effort de tri, le prix serait beaucoup plus conséquent que cela. Et donc, l'effort de tri nous permet de contenir l'augmentation. Alors, c'est presque un paradoxe. Mais je me souviens que lorsque j'étais président du CIRTOM, j'avais l'habitude de dire que la question, elle se pose bien en amont, à la production du déchet lui-même. Pourquoi y a-t-il tant de déchets produits? En soi, c'est une industrie. Il y a dans ce pays une véritable industrie du déchet. On en produit un maximum. Vous allez faire vos courses quand vous avez fini d'ouvrir, ça m'arrive comme vous, les paquets, on remplit les poubelles à un rythme impressionnant. Donc il y a beaucoup de déchets produits. On en produit, on les détruit. Sur toute la chaîne, il y a, quand je dis industrie du déchet, il y a des industriels qui sont intéressés par l'existence massive de déchets. Et très sincèrement, je considère, et toute la chaîne, même dans la distribution, évidemment, et ensuite dans le traitement, il y a de l'argent à se faire dans cette chaîne. Et tant que nous n'arriverons pas, et tant que le législateur restera au milieu du gué, souvenez-vous que pendant un temps, il avait été évoqué l'hypothèse de faire payer les pollueurs. Mais en réalité, derrière ce texte, et déjà à l'époque j'avais dénoncé parce qu'il me paraissait incomplet, il y avait quelque chose qui a été presque automatique. Ce n'était pas les pollueurs qui allaient payer, ce sont les consommateurs. Et donc, loin de réduire la production de déchets, ça n'a fait que l'amplifier. Donc il faudrait que dans ce pays on arrive à inverser cette tendance lourde, surtout quand on est convaincu du fait que cela pose une question essentielle évidemment pour l'avenir de la planète. Donc je voulais d'abord dire ces deux choses-là, le prix d'enfouissement à la tonne. Alors nous avons réduit considérablement au niveau du CIRTOM. On en est le tonnage global d'enfouis au CIRTOM. Tu l'as de tête, René, non? Non, mais le tonnage. Le tonnage total. On doit être... je vais m'aventurer à un chiffre. On doit être autour de 16-17 000 tonnes enfouis. Je me souviens, ma mémoire va peut-être me faire un peu défaut, on devait être autour de 22 000 tonnes. Problème de civisme, il faut inciter les gens, parce qu'ils disent oui, mais moi je paye, je veux pas trier. Non, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est de trier pour payer moins. Pour la planète, pour tout le monde, parce qu'il est très important qu'aujourd'hui, comme disait André, c'est que les producteurs, les grosses surfaces, tout est emballé. Ça, c'est détruit, mais ça va dans l'enfouissement. Mais il faut, si vous triez, ça coûtera moins cher pour tout le monde et on protégera la planète. Voilà. C'est ça le plus important. Il faut pas dire parce que on paye et on trie. Non, il faut trier. Il faut continuer à trier puis à éduquer les enfants en particulier. Et ce qui est fait au CIRTOM, c'est que on a des personnes qui vont dans les écoles pour favoriser un petit peu les enfants à apprendre à faire le tri. Voilà. C'est très très important. Voilà ce que je voulais dire. Merci René. Gérard, les réponses très détaillées, complètes à tes questions sont dans les pages 12, 13 et 14 du document que tu as reçu. Donc tu trouveras réponse à tous ces aspects. Alors, par ailleurs, le tonnage, m'excuse, j'étais pas loin, j'avais dit 17 000 tonnes, c'est 17 000 tonnes.
17 430, on a baissé de 4 à 5 000 tonnes, ce qui est énorme, hein. Les tonnages enfouis. C'est un bon résultat, mais ça veut dire aussi il faut continuer les explications, Voilà. il faut continuer à inciter, il faut expliquer, il faut convaincre. C'est un combat quotidien, ça. C'est le résultat que les gens ils font du tri beaucoup plus important qu'à l'époque. C'est ça qui est important. Plus on trie, moins on enfouit, et moins ça coûte. Voilà. Gérard? C'est vrai que tu as absolument raison. C'est que on travaille à l'envers. C'est que la TGAP, c'est sur le déchet, c'est le final, et alors on doit travailler à la source. Ouais. C'est que l'État, je dirais, c'est plutôt à la source, et pas sur le déchet final. Parce que la TGAP, elle s'applique sur les déchets uniquement qui ne sont pas recyclés. Donc, qui ne sont pas suffisamment recyclés. Donc là, la TGAP est augmentée de manière exponentielle ces dernières années, ce qui a fait que justement la tonne enfouie coûte de plus en plus cher. Et le problème, ce serait plutôt de taxer les entreprises qui produisent avec des emballages, des choses qui polluent, par exemple, c'est là qu'il faut travailler. Oui, complètement. Bien. Là, on prend acte, hein. Il ne s'agit pas d'adopter, ce n'est pas à nous d'adopter les rapports présentés. On prend acte du rapport de la communauté de communes du Pays de l'Orne, puisque c'est de ça dont il s'agit, même si on passe par le CPO pour assurer aussi la gestion du CIRTOM. Alors, ensuite, convention avec le syndicat Ornaval, c'est tout simplement la gestion d'un emprunt, puisque nous avions un emprunt qui était partagé sur nos deux budgets, Hermitage et Dans le cas du transfert de la compétence. Et donc, donc ça c'est l'emprunt que nous avions, depuis que nous avons transféré la compétence eau, bien entendu, cela nécessite de clarifier notre relation et la gestion de cet emprunt, donc il y a nécessité de conventionner cette question avec le syndicat Ornaval. Donc c'est la proposition que je vous fais pour la gestion spécifique de cet emprunt. Évidemment, le syndicat prendra en charge, ce qui est la palissade, la partie qui concernait la question de l'eau, bien entendu. J'imagine qu'il n'y a pas de réserve, d'opposition sur cette proposition. C'est un aménagement technique, tout simplement. Alors, je vais demander à Édouard, annuellement, là aussi, je veux... Toi, tu vas prendre le micro. Annuellement, je veux le souligner, et je remercie Édouard et la commission, parce que c'est un travail de grande sensibilité et qui nécessite une attention permanente. Ce n'est pas, je le disais récemment, lorsqu'il y a eu le Noël en direction des personnes handicapées du bassin de Briey, et je disais que sur la ville, nous étions très bien placés dans le cadre des efforts que nous faisions pour favoriser l'accessibilité. Sommes-nous au bout? Non. Non. Avons-nous fait beaucoup? Oui, mais je laisse le soin à Édouard de nous présenter les choses. Oui, donc pour la 6e année, le Conseil va se prononcer sur le rapport de la CCAPH présentant les actions réalisées en 2013 en direction des personnes handicapées et les projets pour 2014. Donc la commission s'est réunie, donc elle a validé, elle, le document présenté. Donc les travaux qui ont été réalisés sur la ville, bon, c'est en gros donc le foyer Mondon, la création de WC pour personnes handicapées à mobilité réduite. Les WC existants n'étaient pas aux normes et étaient vétustes. Au stade, actuellement, il n'existe pas de WC handicapé au stade municipal et un aménagement intérieur serait impossible à concevoir. Ces travaux ont permis la création de WC handicapés hommes et femmes, jouxtant les vestiaires et accessibles de l'extérieur. À l'école de Genibois, création d'une rampe pour personnes handicapées au niveau de l'école. Au niveau des emplacements, plusieurs emplacements pour personnes handicapées ont été tracés et normalisés. Je précise bien, les travaux que nous faisons, les traçages de personnes handicapées qui sont normalisés sont
sont décidées par la Commission. Il y a certains traçages de personnes handicapées qui sont tracés sur la chaussée à la demande d'administrés. C'est simplement pour des problèmes de citoyenneté et de civisme entre voisinage. Donc ces traçages-là sont faits simplement pour indiquer qu'il y a une personne handicapée dans le quartier. Donc ils ne sont pas normalisés, c'est-à-dire qu'on ne met pas les panneaux, surtout les traçages que l'on fait, sinon il n'y aurait que ça dans la ville. D'autres endroits sont également concernés sur la ville. Au niveau de l'intermodalité, on en parlait tout à l'heure, donc les travaux ont débuté en novembre 2013. Des emplacements de stationnement de personnes handicapées sont prévus. Un éclairage renforcé pour les personnes à mobilité réduite sera installé, ainsi que la création d'un quai à l'arrière facilitant le passage des PMR. Pour ce qui est des travaux prévus il y a d'autres travaux qui ont été réalisés donc au niveau de la maison Corradini. Donc la maison a été faite en fonction justement de cette loi-là. Donc il y a eu un aménagement qui a été fait pour que les personnes handicapées puissent entrer dans le bâtiment. Et dans les résidences pour personnes âgées, à Jean Moulin. Donc contrôle d'accès avec badge facilitant l'ouverture des portes sans clé. Pour les projets 2014, donc ça c'est des projets, donc on n'est pas à la merci de modification. Donc l'aménagement d'un accès au stade, piscine pour les bus et création de places spéciales handicapées, mise aux normes des hauteurs de quai. Ça c'est pour les enfants qui viennent à la piscine. Donc ce qu'on veut c'est créer un emplacement pour que les bus puissent stationner à proximité de la piscine et que les gosses n'aient plus à traverser la route pour aller à la piscine. On prévoit ces travaux en lien avec la CCPO qui est en train elle-même de faire un investissement important sur la piscine. Et donc, il y aura des travaux conduits par la CCPO sur une partie des abords de la piscine. Nous les compléterons avec cette idée que vous expose Édouard. L'amélioration de l'accessibilité des différentes sorties de la résidence Maurice Pelletier, donc la création de rampes d'accès. L'installation d'un contrôle d'accès à la résidence Maurice Pelletier, facilitant l'ouverture des portes sans clé, comme ça a été fait à Jean Moulin. Prévision de travaux de voirie, donc la rue du Commerce, si les moyens nous le permettent, avec passage protégé pour les PMR. Les changements des feux tricolores au carrefour Hôtel de Ville Commerce, avec mise aux normes pour personnes handicapées. Et la rue Marshal Foch, avec des passages protégés parfois pour les PMR. Voilà, merci. Merci Édouard, encore une fois, merci à la Commission. Je l'avais dit donc à cette fête des handicapés, une société se grandit lorsqu'elle fait la démonstration de sa capacité à accompagner et à aider les plus faibles. C'est toujours le cas. Et je trouve que c'est l'honneur de notre ville qu'à chaque fois d'avancer d'un bon pas sur cette question. Merci encore. Enfin, le dernier point. Il s'agit pour ma part de proposer au conseil municipal l'adoption d'une charte. C'est une démarche extrêmement originale, extrêmement forte. Et j'ai évidemment beaucoup de plaisir aussi à vous la soumettre. En réalité, elle vient comme une consécration en quelque sorte, un aboutissement d'un travail qui a été engagé depuis longtemps et qui s'est déjà concrétisé. C'est une charte de partenariat avec notre ville voisine et amie de Briey. Guy Vattier et moi-même, vous savez que nous nous rencontrons souvent, nous travaillons souvent et bien ensemble, et nous avons convenu de l'intérêt pour nos deux villes d'envisager de franchir un seuil qualitatif dans nos relations. Je rappelle que au plan de la sécurité, nous travaillons déjà ensemble, puisqu'il y a une convention qui lie nos deux villes et qui permet la mobilisation, lorsque c'est nécessaire, de notre police municipale avec celle de Briey et réciproquement. Nous avons des projets convergents, puisque la ville de Briey et la ville de Joffre développent l'une et l'autre un projet d'écoquartier qui se trouve être reconnu et soutenu par le conseil régional. Et toutes deux ont engagé les processus qui doivent permettre reconnaissance de cette démarche à un plus haut niveau. Nous sommes
concernés au plan économique, puisque entre Brouchetière et la zone EPEC, il y a imbrication des deux zones qui se trouvent là. Nous sommes intéressés par la gestion de la question de l'eau. C'est incontestable, puisque nous alimentons les habitants de Brouchetière en eau potable. Je rappelle que les habitants de Brouchetière sont sur le territoire de Briey, bien entendu. Nous avons convenu, Guy et moi, de la pertinence d'un projet, d'une idée, qui m'a été présentée par un ami qui est parmi nous ce soir et que je salue, c'est Jean-Louis Cano, qui consiste à la création, dans notre bassin, d'une maison du Luxembourg. Quelle bonne idée! Il y a sur le bassin de Briey, selon les chiffres de l'AGAP, l'agence d'urbanisme, 8000 travailleurs frontaliers. Ce chiffre est en augmentation permanente. Et se pose la question, sans doute, d'ouvrir un espace, un lieu, qui soit à la fois de conseil, d'information et de promotion. C'est-à-dire espace de conseil et d'information pour les travailleurs frontaliers, au sujet de leurs droits, de leurs facultés, de leur couverture, d'incitation et de promotion, un double titre, en direction des investisseurs luxembourgeois qui seraient susceptibles de venir chez nous, et en direction des investisseurs français, des entreprises françaises qui seraient susceptibles de travailler au Luxembourg et qui ont besoin, évidemment, de mieux connaître les conditions possibles d'intervention. Nous avons convenu aussi qu'il serait sans doute opportun d'imaginer que cette implantation puisse s'envisager autour, ou pourquoi pas dans le centre d'activité économique de Franchepré. J'aurai à rencontrer prochainement le responsable du CAF pour lui soumettre l'idée. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est une idée tout à fait intéressante et porteuse de dynamique. Donc je l'enregistre comme tel, je le souligne, et j'indique que nos deux villes sont tout à fait prêtes à défendre et à porter cette idée sur les fonds baptismaux. J'aurai avec mon ami Guy, je vous le dis, madame, l'occasion de rencontrer la presse prochainement pour présenter plus avant toute cette démarche. Et donc, lorsque notre conseil, s'il en est d'accord, adoptera cette faculté qui me sera donnée de signer cette charte, le conseil municipal, je crois même d'ailleurs, c'est le hasard, hein. Ce n'est pas volontaire de notre part, si nous avions voulu le faire, on n'y serait pas parvenu. Je crois, il me semble, que le conseil municipal de Briey se réunit ce soir. Bon, c'est comme ça, le hasard, c'est bien les choses. Donc, nous procéderons à la signature de cette charte prochainement. Et notre intention, qui est évoquée dans la charte, c'est d'aller vers la création d'une structure associative. Il nous appartient évidemment, il nous appartiendra d'en définir les modalités d'organisation, de financement, etc. Mais nous avons convenu ensemble déjà de lui donner un nom qui veut tout dire. Elle pourrait s'appeler Terre d'avenir, terre au pluriel bien entendu, Terre d'avenir. Vous le sentez, c'est pas une démarche banale. Elle vient confirmer la qualité des relations entre les deux villes et les deux maires. Ce n'est pas une nouvelle, ça. Mais en tout cas, elle vient aussi dire l'évidence, c'est que les deux villes peuvent et doivent s'adosser l'une à l'autre, marcher d'un bon pas, et peut-être serait-ce de nature à favoriser le développement de l'ensemble de notre bassin. Les deux villes sont impliquées dans les pratiques intercommunales et communautaires. Elles ne réchignent pas à ces pratiques, au contraire, elles sont extrêmement volontaires. Je serais tenté de dire que c'est une voie nouvelle qui s'ouvre,
faite de détermination, de volonté politique, d'enthousiasme pour notre bassin et de certitude quant aux potentialités qui sont celles de nos villes respectives. Cela devrait être évidemment concourir à un déploiement encore plus audacieux des capacités de coopération intercommunautaire concernant l'ensemble du bassin de Briey. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire à propos de cette charte, en évoquant succinctement son contenu et notre intention, à Guy et à moi, dans la constitution de cette structure associative qui portera plus loin, évidemment, l'ensemble du projet. C'est, en tout état de cause, passionnant. Encore une fois, voilà deux villes qui se connaissent bien, qui s'apprécient, qui se développent et qui ont des projets d'avenir, d'où le nom, Terre d'avenir. Voilà, messieurs, dames. Je suis prêt à répondre à toutes les questions qui pourraient se poser, à condition que j'ai évidemment la capacité d'y répondre, parce qu'en réalité, nous sommes en train de porter un projet, une démarche nouvelle. Est-ce qu'il y a besoin de précision, Lucien ? Je fais partie de la CCPO, donc on est engagé dans une démarche communautaire avec 7 partenaires, bientôt 9, puisque Saint-Aille et Bâti vont rejoindre le 1er janvier 2014. Moi, je suis complètement d'accord avec cette idée de rapprochement avec Briey. Je pense qu'on va au-delà des frontières politiques. Tout le monde sait quel est le degré d'amitié que tu as avec Guy Vattier, mais en engageant la ville, les deux villes, vous deux, en engageant les deux villes, vos deux villes, sur ce projet-là, ça allait au-delà d'une ambition politique pour faire vivre un secteur géographique. Alors moi, la question, c'est comme on fait partie de la CCPO, et on y est engagé fortement, comment les choses vont-elles se percevoir au niveau de nos partenaires, puisqu'on engage un nouveau cycle, quoi. Je te remercie de cette question, Lucien. D'abord, je pense que, où que l'on soit et qui que l'on soit, nous ne souffrons jamais de trop de coopération. Voilà un espace nouveau qui s'organise et qui s'affiche. Parce que la coopération existait. Je l'ai dit, on veut franchir une étape qualitative. Ce n'est pas moins de coopération pour tous les autres. C'est un signe d'encouragement, en indiquant voilà vers où l'audace pourrait nous porter. Donc c'est plutôt une incitation à faire plus fort et plus vite. Parce que c'est nécessaire pour tout le bassin. Si demain l'association Terre d'avenir devait se renforcer, tant mieux. Nous sommes organisés au sein d'une structure associative, c'est le Pays de Briey, qui porte toute une série de projets, et que je connais bien, puisque j'ai eu à le présider. Nous sommes Briey à la CCPB, Jeuf à la CCPO. Les relations intercommunautaires existent aussi avec la CCJ. Et je souhaite que ça se renforce. Une réunion récente a eu lieu en présence du préfet, justement sur des modalités qui doivent favoriser des relations, le renforcement de ces relations. Il faut jeter des ponts, créer des passerelles. Nous sommes en train d'en jeter un supplémentaire. Et qu'il y ait des ponts intercommunaux, intercommunautaires, etc., tant mieux. Tout cela va se densifier, va favoriser la circulation d'idées, la prise d'initiative, la sollicitation et la mobilisation des intelligences. Moi, je crois au bouillonnement. Bouillonnement des bonnes volontés et des forces qui doivent être mobilisées. Et c'est à cela, me semble-t-il, que cette initiative va contribuer. Ce n'est pas « nous sommes ensemble et nous allons faire seuls », c'est « nous sommes ensemble parce que nous le sommes depuis longtemps, nous voulons aller plus loin ensemble, mais nous sommes ouverts à qui le souhaitera ».
Et en tout état de cause, nous travaillons chacun de notre côté au sein de structures intercommunautaires qui doivent aussi travailler à leur propre rapprochement. Voilà. C'est le mouvement général auquel nous voulons donner lieu. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, ce que je pouvais dire, mais merci de l'avoir posé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Tout est clair. Bien. Nous allons voir. Début janvier sans doute. Nous allons voir ensuite au fur et à mesure comment tout cela va évoluer, bouger, enfin bon. Vous savez, l'essentiel des fois c'est de poser le socle. S'il est solide, ensuite on peut y aller, on construit dessus. Il me reste à évoquer les décisions. Vous avez la liste des décisions que j'ai eu à prendre depuis le dernier conseil municipal. Et vous avez aussi les déclarations d'intention d'aliéner qui me sont parvenues. Je ne rentre pas dans le détail, vous en avez connaissance. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite à vous et à vos familles, évidemment, les meilleures fêtes de Noël possibles. Et évidemment, mes vœux de très 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 bonne santé et de courage pour l'année 2014, parce que la situation économique et les décisions prises par ce gouvernement ne cessent de m'inquiéter. Mais nous sommes aussi déterminés à avancer et à agir, comme d'habitude. Très bonne fête à vous toutes et à vous tous. Merci. Ah oui, et en fait,